Bonjour et bienvenue au musée Japy de Beaucourt. Laurent Deutsch, qui est venu à Montbéliard il n'y a pas longtemps, n'a pas eu le temps de venir ici. Stéphane Bern n'est pas encore venu, mais on a tenu à vous présenter cette exposition dite temporaire qui est là depuis 6 mois maintenant. Et autour de moi, pour vous accueillir, Ruben Monin et Jacques Mussini. Jacques Mussini, qui est le président de l'association des Amis du Musée, mais qui a une deuxième casquette dont il va vous parler. Oui, bonjour à tous. Je suis effectivement employé par la ville de Beaucourt pour faire vivre cette exposition et faire vivre le musée Japy. Donc, bienvenue dans cet univers des boîtes à musique avec à ma gauche Ruben Monin, le commissaire de l'exposition. Et pour commencer, vous faire fonctionner un automate de gare avec une pièce de 20 centimes d'euros, j'ai bien dit 20 centimes d'euros, que je vais mettre dans la boîte et que la musique commence. Alors Ruben Monin, quel est le but de cette exposition ici au musée Japy à Beaucourt? Pour faire cette exposition, c'est donné 3 buts. Le premier but, on a voulu expliquer comment la boîte à musique est née. Le deuxième but, on veut expliquer comment le disque 78 tours est apparu, ce que personne ne sait. Et le troisième but, c'est de montrer ce que Japy a apporté. Tout le monde ou presque connaît les fabrications Japy, mais ne connaissent pas les répercussions et les vocations qu'il a suscitées. Vous parlez du disque 78 tours, on va y revenir certainement, mais Tout à fait. vous parlez bien du disque vinyle ou en cire plutôt de l'époque, et il y aurait un lien entre ce disque 78 tours en cire et l'ancêtre de ce disque qui serait une boîte ou une variation, une évolution de la boîte à musique. C'est tout à fait ça. La boîte à musique a démarré, elle a suivi son cours, et devant la demande toujours plus pressante du public, il y a un Allemand qui a eu l'idée de remplacer le cylindre de la boîte et l'a remplacer par un disque métallique. Nous y voilà. D'accord. Et ensuite, ça a dérivé sur le 60. Alors on verra ça plus tard lors du circuit. Pour l'instant, nous sommes devant la première période et je vois ici 1770 à 1800. C'est l'invention de la boîte à musique. Tout à fait. Et dans cette exposition, on a classé les boîtes par période, ce qui permet de voir l'évolution de la boîte à musique jusqu'à sa fin, vers 1920. 1920. La boîte à musique, 120 ans à peu près d'histoire. 120 ans de boîte à musique. Cette vitrine nous montre quoi? Quel est le rapport avec l'industrie horlogère? Puisque nous sommes ici au musée Japy, Frédéric Japy, horloger, vous êtes vous-même horloger. Qu'est-ce qui peut être le lien entre une boîte à musique et l'industrie horlogère? Eh bien, sur cet établi, qui est un établi typiquement d'horloger, une reproduction d'un établi du 18e, on a mis un mécanisme de boîte à musique en cours de réparation. On a mis le diapason qui permet d'étalonner les lames du clavier et les outillages inhérents à ce travail. Dans cette exposition, nous avons classé les boîtes à musique par période. La première période, 1770-1800, la date de création par Antoine Fabre de Genève en 1796, il a inventé le principe de la boîte à musique. Ce principe est simple, c'est une lame qui est pincée et qu'on fait vibrer, on la soulève, on la relâche et donne un son. Et Antoine Fabre a eu l'idée de grouper par 2, 3, 4 lames de notes différentes qui donnaient le son. Et cette application s'est faite dans les montres. C'est pourquoi aussi cette exposition a été faite dans un musée Japy où les premières ébauches de montres ont été faites de manière industrielle. Nous sommes devant le tableau de la deuxième période, de 1800 à 1825.
Et on voit l'application d'Antoine Favre dans les montres. On retrouve les lames individuelles placées dans le mécanisme de montre ou sur un cylindre. Les premières applications ont été faites dans des montres parce que Antoine Favre était un horloger et on ne savait pas faire autre chose. L'application du système à musique dans les montres a été sortie et mise dans un mécanisme plus grand où les lames sont individuelles. C'est un mécanisme qui date d'environ 1815. Une fois que ça a été mis en place, qu'ils ont vu que ça fonctionnait, on a eu l'idée de faire des petites boîtes pour mettre les mécanismes dedans. On a sorti le mécanisme des montres et on l'a mis dans des boîtes dites tabatières parce que les vieux dans le temps mettaient leur tabac. Et ces boîtes ont une musicalité incroyable. Cette période que je vous ai montrée correspond à du travail fait par les horlogers. Mais à partir de 1820, ce métier est sorti du domaine horloger et est devenu un métier à part entière que nous allons voir par la suite. Ruben, vous venez de parler de tabatière, donc on a compris que c'était des boîtiers qui favorisent certainement l'expression du son. Mais avant d'en arriver là, il faut faire des mécanismes. Justement, dans cette vitrine, on a placé différents mécanismes de différentes époques et qui montrent les possibilités qui ont été faites. Ici, on a un mécanisme qui date à peu près de 1815, qui sort de la fabrication des montres, et on arrive au mécanisme dit mis dans les cartels. Ici, nous avons une machine à fraiser les claviers qui a été trouvée dans la maison du fondateur, l'Épée à Sainte-Suzanne. Ici, nous avons un moteur de disques et que nous allons voir dans cette exposition qui entraîne les disques mécaniques. Et au-dessus, on a fait le schéma du fonctionnement d'une boîte à musique, le cylindre qui a les goupilles, le clavier, les notes, le barillet qui est la force motrice et le régulateur qui permet à la musique de se dérouler d'une façon régulière. Nous arrivons en 1825. Manifestement, il se passe quelque chose. Exactement, la troisième période, 1825, montre l'affirmation d'une nouvelle industrie, les boîtes à musique. Cette fabrication est sortie du champ des horlogers bijoutiers et c'est vraiment un nouveau métier qui s'est installé. Il faut savoir qu'en Suisse, la production des boîtes à musique a très bien démarré et des maisons très importantes se sont établies. Mais parallèlement à ça, nous sommes devant un tableau qui montre l'épée. Je l'ai dit tout à l'heure qu'un troisième but de cette exposition était de montrer les vocations que Japy avait suscitées. Il faut savoir que l'épée est arrivée en 1802 à Beaucourt avec ses parents qui étaient horlogers. Il a fait son école, son apprentissage, il a travaillé chez Japy et ensuite il est parti à Sainte-Suzanne s'installer. Dans ce panel de boîtes à musique, il y a une boîte à musique qui est de fabrication suisse pour bien montrer que les Suisses n'avaient pas attendu sur l'épée pour avoir une qualité de boîte. En voici une qui est de Gégère.
et qui a été fabriquée vers les années 1840. Donc là, il s'agit d'une boîte suisse. Alors, redites-nous pourquoi une boîte suisse ici au musée Japy? Parce que c'était le concurrent ou Un des concurrents de l'épée. de l'épée. De l'épée. J'ai simplement voulu montrer dans cette exposition que quand l'épée est arrivée, la fabrication était très bien établie en Suisse, particulièrement à Genève. Donc pour moi, l'épée a eu un peu du culot de se lancer à l'âge de 42 ans, 5 enfants en bas âge, et il est parti à Sainte-Suzanne pour se lancer dans cette fabrication de boîtes. Mais à Sainte-Suzanne, il y avait un monsieur Port, qui est originaire de Montbéliard, qui était allé à Genève étudier la fabrication des claviers de cette nouvelle industrie, et il est revenu à Sainte-Suzanne s'installer. Il a commencé tout seul à faire des boîtes, mais il a eu beaucoup de mal à percer, et il s'est associé avec Auguste Lépée, qui est venu lui donner l'expérience qu'il avait acquise chez Japy. Malheureusement, 3 mois après cette association, cette personne est décédée. Je vais vous faire écouter une boîte de ce précurseur Port à Sainte-Suzanne qui date de 1834. C'est une boîte qui nous a été prêtée par le musée de Montbéliard, le musée Bernier-Rossel. Nous sommes en présence de Cécile Ray-Hugelet, qui est la conservatrice des musées de Montbéliard et qui va nous expliquer, bonjour madame, si vous le voulez bien, nous expliquer pourquoi cette collaboration avec le musée Japy de Beaucourt, notamment par le prêt de boîtes à musique et d'une fraise, non Une machine à fraiser les claviers. On a vu tout à l'heure, mais sur laquelle on s'attardera peut-être. Alors, je vous donne la parole, si vous voulez bien nous expliquer ce qui vous a amené chez nous, ici à Beaucourt. Il faut quand même souligner que Beaucourt reste dans son cœur, dans le pays de Montbéliard. C'est peut-être ça qui vous a aidé. Notamment. Effectivement, Ruben Monin est venu vers nous pour nous emprunter des objets pour cette très belle exposition. Et c'est avec grand plaisir que ces prêts lui ont été accordés, que nous avons collaboré pour cette exposition, qu'il a réalisée par ailleurs lui-même. Mais en tout cas, Ruben Monin est effectivement à l'initiative notamment d'une partie, en tout cas d'une grosse partie de notre collection de boîtes à musique à Montbéliard. Et à ce titre-là, nous le considérons comme un expert de ces objets. Ruben Monin, horloger de formation, et puis passionné de boîte à musique, on a pu le comprendre en voyant ce qui se passe ici. Oui, ça c'est normal, ça c'est dans le sens, c'est Madame Lépée qui m'a donné ce virus, et puis il est là, il se développe bien, il continue à se développer. Par des acquisitions, Ruben Par de à tout. titre privé Oh, mais acquisition, ou bien visite de musée, inspection de pièces qui me sont apportées pour identifier et tout. Je suis toujours à la recherche d'une histoire, d'une origine. Alors on a vu Laurent Deutsch il n'y a pas longtemps à Montbéliard. Il n'a pas eu le temps de venir jusqu'à Beaucourt, mais nous à Télésud, on va le remplacer. Je vous remercie en tout cas au nom du musée parce que cette exposition a été vraiment passionnante et puis cette collaboration est toujours intéressante aussi. Oui, et puis j'espère bien qu'elle va se poursuivre sur d'autres auspices. En tout cas, nous avons d'autres projets qui pourraient éventuellement voir le jour à court ou moyen terme, à voir. Pour notre plus grand plaisir. Merci encore. Merci. Maintenant, je vais vous faire écouter une boîte à musique de l'épée de 1840.
qu'il est très difficile aujourd'hui de savoir exactement les prix de vente des boîtes à musique à l'époque. Mais là, c'est une occasion unique que nous avons eue. Mais lorsqu'on regarde les boîtes, ce qui est mis en évidence, c'est le mécanisme. La boîte est tout ce qu'il y a de plus simple. C'est 4 planches, un couvercle. Bon, elle est un petit peu vernie, mais sans fioriture. C'est le mécanisme qui était le plus important. Et on va vous faire écouter une boîte à musique Lépée aussi, un peu plus tard, 1845, dans laquelle Lépée, on voit qu'il maîtrisait déjà bien la fabrication. Lorsqu'on regarde l'affiche, vous voyez les ateliers de Sainte-Suzanne. Nous avons les vieux bâtiments où a démarré la fabrication, qui étaient des bâtiments du prince de Montbéliard, et nous avons les nouveaux bâtiments, entre guillemets, de 1860, et qui sont restés dans cet état jusqu'à la fin de l'activité de l'épée en 1995. À Sainte-Suzanne, quand il est allé s'installer, il a repris l'esprit Japy, il en a fait une manufacture. Parce que contrairement à ce qui se passait en Suisse, la boîte à musique était faite en chaîne brisée. Il y avait le fabricant du clavier, le fabricant du cylindre, le fabricant de la boîte, tandis que l'épée a tout incorporé dans l'usine, y compris la boîte. Comme le dit le titre de notre exposition, la musique est rentrée dans tous les foyers. Cela veut dire qu'on a mis une application de ceci dans tout ce qui pouvait supporter une musique. Nous avons un exemple ici. La pendule est au-dessus et posée sur un socle dans lequel il y a une musique. Et elle déclenche une fois par jour, soit midi, soit 6 heures le soir. Et on va trouver par la suite dans l'exposition, c'est mis dans des tableaux et encore dans d'autres objets. Ici, nous avons une vitrine de porte-échappement, c'est la base de temps de toute pendule. L'épée, à l'époque, se diversifiait. Il avait 2 pieds. Il fabriquait les boîtes à musique, qui étaient la fabrication principale, et il avait les porte-échappements, qui étaient la base de temps, qui étaient mis dans des pendules à transporter. Cette fabrication a été pérennisée jusqu'à la fin de l'usine en 1995. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette exposition, on voit que les musiques évoluent en qualité, en possibilité. Je vais vous faire marcher ici une boîte suisse qui a une particularité, elle a 2 claviers. Et ces 2 claviers permettent de faire un air tout à fait nuancé. Comme vous avez pu l'entendre, il y a 2 claviers. Il y a le premier clavier qui joue l'air
et le deuxième clavier reprend l'accompagnement. L'air est joué doucement et l'accompagnement est repris en force. Ici, nous avons un tableau à musique. Dans l'intérieur, il y a un mouvement, fabrication Japy, et la musique, l'épée. La même chose, elle déclenchait une fois par jour à midi. Ici, nous avons une boîte à musique qui est signée l'épée. Il faut savoir que dans le temps, il n'y avait pas la folie des marques comme au XXe siècle et XXIe siècle. Donc, les boîtes étaient rarement signées. Ici, celle-ci est signée sur le régulateur. C'est un cylindre important qui fait à peu près 10 cm de diamètre et 2 airs par tour. Donc là, Ruben, on est au milieu du 19e siècle. Oui, mais voilà, cette boîte, La boîte à musique a encore à peu près 80 ans oui, à vivre. à peu près, voilà. Et lorsqu'on regarde, on voit que la boîte extérieure ne change pas, mais la qualité des mécanismes évolue, donne beaucoup plus de sonorité, beaucoup plus de notes. Il faut savoir que, par exemple, un cylindre comme celle-là, il y a à peu près 8000 goupilles. Et je vais vous faire entendre une musique, vous allez entendre la nuance. Comme on le voit, il n'y a pratiquement pas de différence, même aspect, même couleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mécanismes sont remontés avec des clés. Toujours le principe de la pendule qui a été remarqué. Ces boîtes à musique, on les appelle cartels, parce que les premières boîtes faites en Suisse, venues des horlogers qui faisaient des pendules comme des neuchâteloises, et ils appelaient ça des cartels. Nous avons vu à l'entrée de l'exposition des tabatières qui étaient miniatures, et maintenant on voit des cartels. Ruben, il ne faut pas s'asseoir sur cette chaise. Et elle a Par une particularité. précaution, mais elle a une particularité. Ne me dites pas qu'elle est musicale. Et c'est justement cet engouement de mettre de la musique partout. Le début des chaises musicales. Alors, Voilà, mais pas tout à fait le même sens qu'aujourd'hui. oui. Voilà, quand on s'assied dessus, la musique se met en route. La vie est belle. Bon, c'est une œuvre, c'est tout sculpté, c'est magnifique. C'est magnifique, oui. De fabrique. C'est complètement inattendu. Alors, Oui, mais c'est complètement ça a été courant. D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit là-dessus. Ici, nous avons reproduit un catalogue de publicité pour la vente des boîtes à musique où on pouvait choisir le type de musique qu'on voulait, le nombre d'airs. C'était vraiment très développé pour l'époque. Est-ce que cette évolution dans le meuble, le contenant, est au détriment du contenu? Non, Non. non. Parce qu'il faut savoir, au fur et à mesure que la fabrication des boîtes à musique a évolué, on a essayé de se rapprocher d'un orchestre. C'est-à-dire qu'on a voulu mettre beaucoup plus de notes, des accessoires, et on va le voir dans la suite de l'exposition. Dans l'évolution des boîtes, on a vu au début qu'il y avait des tabatières qui étaient faites par les horlogers, mais ensuite les fabricants d'horlogerie se sont mis eux-mêmes à reproduire des boîtes tabatières. Et nous avons dans cette exposition différentes boîtes où l'on voit le décor, la finition.
Nous avons des tabatières. La boîte est en bois, en métal ou en bakélite. Il y en a une qui s'est mise en route miraculeusement. La musique a été mise aussi dans des réveils. Les réveils sont de fabrication Japy, mais le mécanisme à musique est de l'épée. Et vers les années 1860, l'épée a inventé la musique jouet. C'est-à-dire que c'était un jouet pour les enfants qui était simple à manipuler et que les enfants pouvaient s'amuser à faire tourner. Je prends un exemple avec moi. C'était un petit jouet très facile et qu'on pouvait mettre à la portée de n'importe quel enfant. D'ailleurs, cette invention, elle a été copiée purement et simplement par les Chinois. On trouve dans les choses souvenirs des petites musiques à manivelle. Voilà. Et ça Donc, vient. là, maintenant, le mécanisme est rudimentaire. C'est une manivelle, il n'y a pas de régulateur. Il y a simplement... Rien. Et c'était fait de telle sorte que les enfants pouvaient tourner dans n'importe quel sens. Ils ne risquaient pas de détruire la musique. Ah, d'accord. Ça, c'était une particularité importante. Ensuite, on a fait des sujets animés avec danseuses. La poupée a été introduite en supplément d'attraction pour les enfants. Ils tournaient la manivelle et faisaient tourner la poupée. Dans cette vitrine, on voit la diversité des jeux d'enfants. On a des boîtes avec des personnages d'enfants, des personnages de la vie courante. On a mis des musiques dans les boîtes à bijoux. On ouvre la boîte à bijoux et la musique se met en route. On voit ici, c'est une tirelire avec musique et manivelle. On tourne la manivelle et on a les danseurs qui tournent sur eux-mêmes. À peu près d'époque 1880. On a mis des mécanismes dans des albums photos. On ouvre l'album photo, la musique se met en route. On en a mis dans des chopes de bière. On soulève la chope. La musique se met en route. On en a mis dans une carafe. Vous soulevez la carafe pour donner verser. La musique se met en route. On voit de quelle diversité la musique a été appliquée. Ici, nous avons une montre de poche faite par l'épée. On voit le système cœur ouvert qui est un procédé moderne des années 1860, mais elle a déjà été faite par l'épée en 1880. Et dans cette montre, il y a un mécanisme à musique. On se réveillait déjà en musique, c'est une montre réveil. En bas, on ne les voit pas très bien, mais je vais en sortir un. Des sauts de plat qu'on mettait sur la table. Cette pièce, elle a une particularité, elle a été faite pour le centenaire de la Révolution et l'exposition de 1889. Dans cette vitrine sont exposés des objets fabriqués par l'épée. Ce sont des reproductions des produits de Badvel, des pendules de voyage et régulateurs de Badvel, mais il y a une particularité, l'épée avait renoué avec son passé. Dans chaque pièce, il y a un mécanisme à musique. Dans le régulateur, il est déclenché une fois par jour et la pendule de voyage, il est déclenché au moment du réveil matin. Alors Ruben, avant de quitter définitivement le 19e siècle, on va juste s'attarder ou faire un tout petit retour en arrière sur ce que vous avez appelé la 5e période, 1850-1869. L'épée dépose un brevet. Alors c'est le brevet des musiques jouets pour enfants que nous avons vu dans les vitrines. Comme j'ai dit, l'épée, en général, les fabricants de boîtes à musique ont tout fait pour que la musique rentre partout, par n'importe quel moyen, les grands, les petits. Et pour les petits, il a créé cette musique jouet
qu'on pouvait donner à des enfants de 2, 3, 4 ans. Le but était culturel, faire rentrer la musique dans les foyers ou plutôt vendre des boîtes à musique? Est-ce que c'était commercial? Quand même. Au début, c'est eux qui ont voulu mettre la musique à la portée des gens et puis ça a accroché tellement que tout le monde voulait une musique chez soi. C'était un jouet utile qui initiait les enfants à la musique. À la 5e période, on arrive à un virage. Je vous ai expliqué que les boîtes étaient simples, ne faisaient l'objet que d'emballer le mécanisme, mais n'avaient aucune valeur esthétique. 1861, la marqueterie apparaît dans les boîtes, et des marqueteries plus ou moins soignées. Les couleurs intérieures des boîtes changent. Vous voyez ici, c'est encore couleur nature. On commence à teinter les intérieurs en rouge. L'apparence acajou, bois précieux peut-être. On est à la fin du 19e presque. C'est 1880 à peu près. Oui, mais là on est véritablement dans l'orientation vers un objet de luxe. Exactement, c'est-à-dire qu'au début les boîtes on les mettait dans les maisons et puis elles faisaient un petit peu dépareillées par rapport au style. Parce que le 19e siècle, surtout à partir de la 1830-1840, on a fait des reproductions des styles Louis XVI, Louis XV et tout. Puis la boîte, ça faisait une boîte à chaussures, si on peut dire vulgairement. Tandis que là, on a voulu l'enrichir pour que ça devienne un objet de déco en plus de la boîte à musique. Alors ici, cette boîte, elle est particulière aussi. Elle a 2 claviers. Cette boîte est de fabrication suisse. Et comme je vous l'ai dit, toutes les boîtes avant étaient remontées à clé. Alors, qui dit clé, dit qu'on perd la clé. Ils ont inventé un système à manivelle qui permet de remonter, mais la manivelle reste incorporée dans les boîtes. En plus de ça, ils ont introduit de la marqueterie. Ils ont marqueté le dessus, donc ça faisait tout de même un objet qui avait sa place dans les salons. Vous allez voir que les boîtes sont ouvragées dessus, de côté, à l'intérieur. On a vraiment une qualité exceptionnelle. Celle-ci est une fabrication suisse, aussi avec un clavier, 2 claviers particuliers. C'est ce qu'on appelle un pianoforte. Est-ce qu'on a toujours différents airs sur ces rouleaux? Oui, alors les boîtes sont de 4 airs, 6 airs, 8 airs, 10 airs, 12 airs. Au fur et à mesure que la fabrication évolue, ils ont voulu essayer de mettre le maximum d'air. Mais les premières boîtes à musique en qualité étaient nettement meilleures parce qu'il y avait peu d'air, mais il y avait beaucoup de goupilles. Donc des harmoniques, finalement, la multiplication des goupilles crée des sons harmoniques qui enrichissent. Voilà, mais comme on met beaucoup d'air, il faut beaucoup de goupilles. Et quand on met moins d'air, il faut le même nombre de goupilles, mais on a plus de notes. Bien sûr. Et le clavier, quand vous regardez les claviers, les lames sont serrées. Quand les lames sont serrées, c'est une musique de qualité. Quand elles sont espacées, l'air est pauvre, comme on dit. Tiens, d'accord. Alors, l'épée n'était pas en reste. Voilà une boîte à musique magnifique. De 1867. Une sonorité exceptionnelle, là. Exceptionnelle. C'est une boîte qui a à peu près 10 000 goupilles. Non seulement la sonorité est exceptionnelle, mais je remarque, par rapport à d'autres, peut-être plus anciennes aussi, que le mécanisme est complètement silencieux. Tout à fait. Avec une nuance. Avec une nuance. Parce qu'un mécanisme, quand il fait du bruit, c'est qu'il a besoin d'être révisé.
Normalement, un mécanisme impeccable, on n'entend rien. Il n'y a que la musique qui sort. Et quand vous entendez des bruits, ça veut dire qu'il y a la vis sans fin. Et en mauvais état, il faut la changer, ou il y a un rouage qui est en mauvais état. Mais celle-là, elle est exceptionnelle. L'épée Oui, une épée. 1867. Oui. Alors ici, vous avez au tableau le schéma, le principe de perçage des cylindres, la pose des goupilles. Les goupilles, d'après un ancien de chez l'épée, c'était le travail des enfants. Ils mettaient les goupilles, ils chassaient les goupilles dans les cylindres. C'était simple, mais il fallait le faire. Les goupilles sont chassées et à l'intérieur, il y a un ciment qui est coulé. On fait tourner les cylindres vite pour mettre prisonnières les goupilles, qu'elles ne puissent plus se retirer. Et ensuite, c'est rectifié. Ici, c'est une autre boîte de fabrication suisse, marqueterie aussi, magnifique. Et elle a encore une nouveauté, parce que chaque fois qu'ils ont pu améliorer, amener un plus dans leur mécanisme, ils le faisaient. Celle-ci limite la mandoline. Regardez les notes comme elles coulent. Oui. Alors, il y a une astuce mécanique certainement pour reproduire ce son beaucoup plus adouci, moins heurté que ne le serait un son de piano, par exemple. C'est pas une astuce, c'est une composition du clavier. Pour avoir l'effet mandoline, la note est répétée 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est-à-dire, vous avez le cylindre qui a 360 degrés et il y a des noires, des blanches, des croches, des doubles croches. Et suivant, si la note c'est une double croche, elle prend peut-être 1 ou 2 degrés de moins qu'une blanche ou une noire. Et quand on regarde le cylindre, vous voyez les goupilles, elles sont plantées en biais. Oui. Donc Oui, c'est ce la qui répétition. fait, on dit les notes elles coulent. Oui, d'accord, la répétition des notes. Dans les fabrications de boîtes à musique, jusqu'à la fin, 1850, c'était en général du classique. Ils ont fait des boîtes, les Suisses ont fait des boîtes avec des airs religieux. Vous voyez, là par exemple, là c'est le cantique de Luther. Il y en a, et à partir de 1870, on est parti dans les airs d'opéra. Tout ce qui arrivait à la mode. D'ailleurs, l'épée a eu un gros problème en 1862 ou 65, je ne connais pas la date exacte. Les fabricants de pianos de Paris ont fait un procès pour les interdire de sortir des boîtes à musique parce qu'ils estimaient que c'était des contrefaçons. Il a perdu un premier procès, il a perdu un deuxième procès, il a failli perdre le troisième, mais là, l'Assemblée des députés s'en est mêlée. Il a fait un décret qui permettait de dire que c'était faux, qu'il n'abusait pas des choses. Et ça qu'a sauvé l'épée. Mais il était à 2 doigts de disparaître. Alors que les Suisses, ils vendaient à Tour-la-Rigole où ils voulaient. On s'approche maintenant de la fin du 19e siècle. Et on voit apparaître des artifices qui étaient inconnus jusqu'à maintenant. Je lis 6e période, introduction des cloches, des tambours, des castagnettes. Les danseuses, on en a vu quelques-unes, mais alors les castagnettes, on ne connaissait pas. Alors justement, on arrive toujours à un enrichissement, une évolution de la fabrication. Et comme je disais, dans ces boîtes, on essayait le maximum de notes. On voulait essayer de mettre le maximum d'imitations d'instruments. On parle du tambour, bon, ils introduisent le tambour, les castagnettes. Et on a une pièce ici, ils ont introduit un orgue. C'est-à-dire les boîtes devenaient de plus en plus sophistiquées. Et on remarquera ici, on est vraiment en plein Napoléon III, l'intérieur des boîtes est noir. Et quand on regarde les marqueteries, voilà une boîte, marquetée dessus, marquetée devant, marquetée de côté. On voit les boîtes, au fur et à mesure qu'elles avancent, elles s'enrichissent. Alors je vais faire fonctionner cette boîte qui est tout de même assez exceptionnelle.
C'est un système d'hanches il y a les claviers traditionnels et les hanches au milieu. Il y a 2 soufflets dans la boîte. Et les soufflets sont remontés par le système de manivelle. L'accordéon existait déjà, mais c'est la pleine période de l'harmonium qu'on trouve dans toutes les paroisses. Tout à fait. Et on remarquera qu'à chaque fois, ils essayaient de rajouter un plus. Alors, vous avez remarqué dans cette exposition, des boîtes à musique ont des cartes des airs, d'autres ne les ont pas. En général, elles avaient toutes des cartes des airs. Mais le temps les a fait disparaître, le mauvais entretien ou n'importe quoi. Des cartes perforées ou non? Ah non, pardon, la table des matières finalement. Voilà, D'accord. c'est ça. Et ça nous permet d'identifier le fabricant. Quand on ne peut pas l'identifier par la carte, on l'identifie par le mécanisme. Chaque fabricant a ses particularités. Et l'épée, c'est très spécifique. Ces mécanismes, on peut les identifier assez facilement. Ah oui. En Suisse, on peut, mais ils se copient l'un l'autre. Alors ici, je vais vous faire fonctionner une boîte à musique. C'est une boîte un peu un mystère. L'invité mystère. Alors, cette boîte à musique a une particularité. Lorsque l'air se déroule, au début, l'air est doux et augmente en puissance et vers la fin de l'air, diminue. Et on cherche encore aujourd'hui. Hein. On ne sait pas encore comment ils ont obtenu ça. La dureté peut-être des peignes, enfin des claviers ou... Non, parce que c'est le même clavier, on ne change pas. Alors écoutez. Alors, cette carte, elle a un mélange d'airs. Elle a des airs religieux, elle a des airs écossais. Hein, la fleur des... Adeste Fideles, oui, en effet. Ouais. Oui. Jésus de Nazareth. Et vous voyez, cette boîte marquetée à l'extérieur, marquetée à l'intérieur. C'est vraiment prodigieux. L'épée, par exemple, puisqu'on parle de lui, c'est encore l'épée? Non, c'est une Suisse, celle-là. C'est une Suisse. Alors, pour revenir à l'épée, est-ce qu'il exportait? 80%. 80% de sa production était destinée à l'export. Oui. Et dans quel pays? Alors, on a un livre d'inventaire de l'épée de 1903 à 1913 et on voit différents clients. En Europe, on voit où il exportait. D'accord, donc il avait une notoriété qui avait dépassé les frontières. L'épée a gardé, depuis le début jusqu'à la fin, a exporté 70 à 80% de sa production. Alors ici, on arrive vraiment encore un changement de l'épée. Il y avait ce qu'on appelait la boîte économique, parce qu'il y avait les problèmes de prix comme maintenant. Celle-ci avait une petite boîte, un petit mécanisme et des airs, tout ce qu'il y a de plus simple. Et ici, on a la boîte haut de gamme. Alors je vais vous faire marcher la boîte économique.
Alors ici, c'est une boîte l'épée, mais on ne le sait pas par la carte des airs, on le sait par le mécanisme. Ici, c'est une boîte l'épée de haut de gamme. On regarde la ronce de noyer marquetée, c'est magnifique. Et la qualité de la musique est exceptionnelle aussi. Donc là, on rentre dans l'opérette carrément. Je vois les cloches de Corneville. Tout à fait. Ben, Et ça, on est fin 19e 1870, 1880. D'accord. Oui. Alors, on arrive encore à un stade suivant où là, on a ajouté un tambour, des danseuses et des castagnettes. Dans cette boîte, on s'aperçoit que toujours on essaie de se rapprocher d'un orchestre. Dedans, il y a un tambour, il y a des castagnettes et on a mis des danseuses. C'est une boîte l'épée. Cette boîte a une particularité, c'est du 1900. On voit les poignées qui commencent à apparaître. Ruben, là, on évolue, là, on est presque dans l'extravagance, mais je remarque une chose, les rouleaux et les claviers, ou du moins le rouleau, n'a plus la même couleur. C'est fait exprès parce que dans les boîtes jusqu'à ce présent, c'était des cylindres en laiton. Le laiton, il est verni, mais malgré tout, il s'oxyde dans le temps. Là, ils ont fait le cylindre toujours en laiton, mais nickelé, ce qui protégeait à une plus grande durée. Et là, ils ont mis tambour, castagnettes, danseuses. Les poignées font leur apparition. Est-ce qu'on peut imaginer, en voyant tambour, castagnette, danseuse, qu'on va évoluer vers une dimension bien supérieure et avoir des véritables meubles que l'on trouvera dans des endroits publics, les cafés, les salles de spectacle? Est-ce que ça évolue jusqu'à avoir des tailles démesurées? Eh ben, on a un exemple à l'entrée du musée. On a une boîte à musique de gare en Suisse. Dans toutes les gares, surtout le canton de Vaud, il y avait des boîtes à musique. Et les gens, en attendant le train, ils mettent une pièce de 20 centimes. Et ils ont fait des boîtes très sophistiquées, simples, avec danseuses, tambours. Ils ont fait vraiment des choses. Mais les boîtes extravagantes arriveront surtout plus tard avec les boîtes à disques. Ici, on voit apparaître les premières cartes, typiquement l'épée, le château de Montbéliard et la grotte de Sainte-Suzanne. Ce qui doit faire plaisir à Madame la conservatrice qui est à côté de nous. Le château de Montbéliard, oui, les Wurtemberg. Et puis, ici. La grotte à Sainte-Suzanne. Vous allez à Sainte-Suzanne, il y a une grotte qui est assez réputée pour l'histoire locale. La ville où était installée l'épée. Voilà. Ici, c'est une boîte économique suisse. Comme l'épée, vous avez aussi des boîtes économiques. Et si vous êtes suisse, vous allez reconnaître l'air. C'est le chant des vignerons en Suisse.
Alors dans les boîtes, comme je vous ai expliqué, on cherchait toujours à évoluer. La manivelle est arrivée, l'épée a transité par une manivelle partiellement en bois. Chaque fabricant se jalousait, il s'observait. Et chaque fois qu'un trouvait une combine, l'autre cherchait quelque chose de mieux. Mais la manivelle à bois a duré peut-être 10 ans, 20 ans. Puis après, ils sont passés à la manivelle en métal. Métallique. Donc Ruben, l'épée est un marchand. Finalement, il fabrique pour vendre. Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais C'est on s'aperçoit. un fabricant. C'est un fabricant. Mais on s'aperçoit que, à côté de sa production de boîtes à musique abouties, il peut aussi proposer des ébauches de mouvements de boîtes à musique. Voilà. Justement, l'épée a été formé chez Japy, il ne faut pas l'oublier, et il a toujours été en relation avec son ancien employeur, des collaborations. Et Japy a fait beaucoup de fabrication d'ébauches de mouvements qui vendaient à des gens qui finissaient les pendules. L'épée a pris le même système. Ici, on a une boîte qui a été l'ébauche du clavier et de la platine a été faite par l'épée, et c'est le fabricant en Suisse, Rivenk, qui les a terminées. De plus, on entre dans la 7e période, donc c'est la période finale des boîtes à musique. Et on va voir qu'au fur et à mesure, les boîtes augmentent en taille et des fois, elles augmentent en mauvaise qualité parce qu'il y a toujours ce souci de vouloir vendre. De vendre. Alors, l'épée, suite à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, l'épée était un fabricant, il passait par des distributeurs. Et en France, on avait un distributeur important. La plupart du temps, on ne sait pas que c'était l'épée. C'était le distributeur qui mettait sa marque. Il enlevait la carte l'épée et il mettait sa marque. Là, c'est une évolution de la carte de l'épée. On avait le château de Montbéliard. Là, c'est une autre qui était plus colorée. Hein. Et je me souviens, dans ma jeunesse chez l'épée, il n'y avait plus de boîte à musique, mais on faisait les gammes de fabrication au dos des étiquettes de boîte à musique. Vous avez commencé chez l'épée. Oui, en 1957. Et l'épée s'est arrêtée en 1995. Ah oui, c'est récent. Oui, ça a duré 160 ans à peu près. Les dernières productions de l'épée, c'était encore de la boîte à musique Non. ou Les boîtes à musique se sont arrêtées chez l'épée comme en Suisse en 1920. Et l'épée s'est reconverti, il a fait des mouvements mécaniques et en 1960 et des porte-échappements. Et en 1973, le quartz est arrivé et a tué le porte-échappement, ça se mettait dans des mouvements mécaniques. Et c'est là qu'avec Madame Lépée, on a regardé qu'est-ce qu'on peut faire. On voulait relancer la fabrication des boîtes à musique, mais au bout de 6 mois, on a mis la marche arrière parce que c'était trop compliqué. Et c'est là qu'on a eu l'idée de reproduire les pendules faites à Badvel, les pendules de voyage. Alors, juste pour se situer, puisqu'on est à Beaucourt, l'arrêt de la production horlogère Japy remonte à quelle date? 1955. 1955, mais là, Japy produisait sous la marque Jazz, non? Non, pas Japy, encore. Japy fabriquait sous sa marque à lui. Moi, je parle de l'épée qui livrait sans sa D'accord, marque. mais alors Japy était devenu concurrent de l'épée. Pas du tout, ils se complétaient. Par exemple, le dernier réveil fait chez Japy, c'était le 55-9, et dedans, il y avait un porte-échappement l'épée. Il faisait les pendules huitaines au mur, il y avait un porte-échappement l'épée. D'ailleurs, quand Japy s'est arrêté, c'est un de ses gros clients qu'il a perdu en 1955. C'est pas vieux, finalement, Non. c'est hier, quoi. Hier, presque. Alors ici, on voit une apparition de cloches dans les boîtes à musique. Et dessus, il y a des abeilles qui viennent frapper ces cloches. Dans cette période, on voit apparaître que la clientèle
se lassaient d'entendre toujours la même musique. Alors ils ont essayé d'augmenter le nombre d'aires. Ici on a une boîte à musique l'épée où il y a 2 aires par tour. Et il y a 6 tours, donc ça fait 12 aires. Donc ça donnait une gamme beaucoup plus riche. Ici, alors c'est l'exemple d'une ébauche l'épée. Cette boîte à musique fait ce qu'on appelle sublime harmonie. Il y a 2 claviers extrêmes. Il y en a un qui est légèrement désaccordé, mais c'est la même gamme pour donner un peu plus d'écho à la note. Et au milieu, il y a un clavier pour faire l'imitation mandoline. Cette boîte est l'exemple d'une restauration. Personne n'en aurait voulu. Le mécanisme, c'était une ruine. La boîte, c'était une ruine. Et d'après le collectionneur, c'est un pari qui s'est donné pour la remettre en route. Lui-même, il a les connaissances pour le faire ou il a fait faire une partie, mais une autre partie a été faite en Suisse. Oui. Parce qu'il faut tout de même savoir que pour accorder des boîtes à musique, repiquer des cylindres, il n'y a plus personne en France qui le fait. Plus personne ne sait faire ça. Il y a encore en Suisse, il y en a encore un en Hollande, en Angleterre, puis fini, il n'y a plus rien. Je vois ici et ici un indicateur, certainement pour indiquer sur quel est l'air qu'on est en train d'entendre. Les 3/4 des boîtes à musique ont un indicateur d'air, mais il y en a qui n'en ont pas. Oui, par exemple ici, il y en a là, pas. il est parti. Mais ça donne la flèche ici, qui donne la position. On dit c'est l'air numéro tant, Voilà, numéro d'accord. tant. D'accord, Hein? et on peut se référer ici. Ici, on a l'exemple d'une boîte qui est restée 80 ans dans la même famille à Sainte-Suzanne. La qualité de la marqueterie qui était faite était soignée, elle pouvait durer des années et des années. Et cette boîte, elle avait un défaut qui a été bricolé, le cylindre n'était plus en phase, elle jouait très mal. Remis en place, elle joue d'une façon magnifique. Sur ce tableau, on a marqué les principaux fabricants de boîtes à musique. Il y en avait à peu près une 40aine. Et sur les 40, il y en a 10 qui sont sortis un peu du lot. Et l'épée représentait à lui seul 10% de la fabrication mondiale. Donc 80% étaient exportés. Et c'était l'époque, en 1870-80, ils étaient 350 ouvriers qui travaillaient uniquement sur la boîte à musique. Ce qui prouve que c'était une fabrication très, très, très importante. On voit le succès populaire de cet instrument décoratif en plus. Oui. Mais on voit dans cette exposition, on voit où ils ont été mettre de la musique partout, partout. Alors ici, on a un tableau qui était le tableau d'exposition de l'épée, seul fabricant en France. Ça, c'est un tableau. D'être le seul. Tout à fait. C'est un tableau qui a été trouvé dans une famille à Sainte-Suzanne, miraculeusement. Et ici, on a le règlement intérieur de l'usine. Alors, pour les gens qui veulent se mettre d'actualité, on rentrait à 6h du matin et on sortait à 6h30 le soir.
Et il était marqué que les enfants dessous de 13 ans n'avaient pas le droit de rentrer dans l'usine. Ce qui voulait dire qu'au-dessus, ils pouvaient rentrer. Alors ici, c'est un chalet qui a été commencé par un ancien ouvrier de l'épée. Hein. La famille l'a gardé jusque dans les années 1860. Mais il n'y avait plus de mouvement, il n'y avait plus de danseuses. Ce qui n'est pas d'origine, c'est la partie là. Mais tout le reste est d'origine, a été nettoyé. Et il y a un mécanisme dessous. Et il y a des abeilles qui tapent sur les cloches. Je suis intrigué par les abeilles. Pourquoi toujours les abeilles? Je n'ai pas d'explication donnée, c'est un constat. Un symbole royal ou non, napoléonien? Non, je crois pas. Enfin, j'en sais rien. Je peux pas prendre position. Alors, ce mécanisme joue une fois par jour. On a remis un mouvement qui n'existait plus. Il est déclenché par le mouvement d'horloge, du réveil. Ouais. Alors moi, je suis très intrigué par la suite parce que vous disiez en début d'entretien qu'il y avait une transition avec le 78 tours et ça me... Vous allez nous expliquer parce que je ne comprends pas. Un petit peu de patience, mais ça vient. C'est pas encore maintenant. On est... Alors, attendez, on est au début 20e siècle. Là. On est avant la guerre, 1910, 1913. 1913, chez l'épée, ça s'est arrêté en 1914 à la guerre de 14. Voilà. On le voit par le lit d'inventaire. Mais les gens, toujours, la clientèle poussait, mais on veut plus, on veut plus. On avait les boîtes à musique, on ne pouvait rien faire, le cylindre était fixe. Et il y a un Suisse qui a eu l'idée d'inventer le système de cylindre interchangeable. On a vu 6 airs, 8 airs, 12 airs, peut-être même plus. Maintenant, avec le système que vous allez nous présenter, Ruben, on en arrive à l'infini. Illimité. Illimité, tant qu'on a l'argent pour remplacer si ce n'est le prix. Les cylindres. Oui. Alors, voilà une musique ici. Ça, c'est un Suisse qui a inventé ça, qui a eu l'idée de faire un cylindre interchangeable, ce qui voulait dire que chaque cylindre a sa gamme, donc qui était finie par le clavier. S'il mettait un autre cylindre, il devait reprendre la gamme du clavier. C'était pas le cylindre, c'est le cylindre qui s'adapte au clavier, mais pas le clavier. Donc ça n'est pas interchangeable avec d'autres marques, avec d'autres fournisseurs, évidemment. Ça, vous mettez le point, chacun avait sa spécialité. Ici, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà un cylindre qui a 6 airs et vous avez le tiroir de réserve où il y a 3 autres cylindres, c'est-à-dire c'est une boîte 4 cylindres. 4 cylindres en ligne. Il y a 6 airs par cylindre. Et cette boîte permettait 24 airs de musique. Mais si le client voulait encore un autre air, il devait rapporter la gamme. Il y a un numéro et ce numéro est répertorié. Il est lié à une gamme. Voilà, ça c'était la boîte numéro autant, 50 813. Et la gamme était numéro 115 378. 36 547. Et ils ont augmenté aussi en puissance. Quand on l'entend jouer, elle a une puissance formidable, cette boîte. Donc là, c'est l'aboutissement mécanique du système à cylindre. Presque. Et on en veut encore plus. Voilà. Parce que ça, c'est une boîte de base. C'est-à-dire, c'est une des plus petites boîtes qui a été faite. Mais, j'ai vu dernièrement une exposition, il y a eu des boîtes de 10 cylindres, 20 cylindres. Alors là, c'est un bahut et des tiroirs.
c'était illimité. Il faut le personnel avec pour changer les cylindres. Ah ben oui, alors je vais essayer de faire la démonstration, que vous voyez comment ça se passe. Voilà, le cylindre est enlevé. C'est assez simple Je finalement. l'entrepose, je prends l'autre et je viens le remettre. D'accord, il tombe dans son logement et il est verrouillé. Il est positionné. Et cette boîte a une particularité, parce que souvent dans les boîtes à musique, ce qui détruisait celle-ci, c'est que la vis sans fin casse. Et quand elle casse, ça part et toutes les dents volent. Et là, ils ont mis ce qu'on appelle un système parachute. C'est-à-dire, quand la vitesse accélère, clac, ça bloque. Voilà. D'accord, comme sur les ascenseurs. Alors, malgré ça, il n'y en a pas assez. Et puis, il y a eu un Allemand qui a trouvé un système qui remplace le cylindre par un disque métallique. Perforé. Le principe de la boîte à musique reste, on a toujours le clavier, on a toujours le ressort pour remonter, et on positionne le disque qui est dessous, repercé et recourbé. Mais là aussi, il y a eu plusieurs techniques. Là, c'en est une. Et là, le disque tourne. Et l'avantage de ce système, dans les boîtes à musique, quand les claviers sont mal réglés, les dents couinent. On entend un grincement. Les étouffoirs dessus sont pas bons, mais là, il n'y a aucun problème. Ça ne se passe pas. Mais on a l'impression d'une moindre qualité de finition. Non, Non, non. c'est une Ça dépend du diamètre du fausse disque. impression. Ça D'accord. dépend du... Parce que le travail à faire sur ce plateau métallique, en métal repoussé, etc., certainement beaucoup moins fastidieux que le travail qui est à faire sur un cylindre. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Mais là, c'est un peu une économique, hein, celle-ci. Oui. Alors, comme j'ai dit, un a inventé ce système, il a été copié. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec une multitude de fabricants avec musique à disque, mécanique, mais on prenait le disque d'un fabricant, on ne pouvait pas le mettre sur l'autre. Ce n'était pas interchangeable. Hein. Alors, là aussi, il y a eu de l'évolution, mais l'avantage de ça, on avait la marque qui était par exemple Symphonia ou Symphonium. On disait, je veux un disque pour Symphonium, Oui. diamètre du disque. On donnait le diamètre du disque. Alors ici, voilà une autre marque qui s'appelle Polyphone. Même principe, mais le système de remontage n'est pas le même. On a une manivelle sur le devant et la mise en marche se trouve de ce côté-là. Alors on remarque qu'il y a une puissance plus importante dans ce système-là. Ce sont toujours des disques différents en diamètre. Voilà une autre marque. Alors ici, c'est différent. On a le disque parfaitement plat. Ce sont que des trous. Alors que dans les autres, ce sont des crochets. Chaque fabricant essayait de trouver sa spécialité. Celle-ci est de fabrication suisse, mais la majorité, c'était des Allemands.
Ici, on voit aussi, comme dans les boîtes à musique, il y a une évolution. On a vu ces petites boîtes. Maintenant, on arrive à des boîtes moyennes de très bonne qualité, de très bonne résonance. Et cette marque, c'est Symphonium. C'est une marque très réputée d'Allemagne. Et vous allez entendre la résonance de cette musique. C'est un instrument qui date des années 1910, mais qui est très en vogue encore aujourd'hui. La preuve, c'est qu'on refait des disques. Ceci est refait en Angleterre. Et voilà les disques d'origine. Donc, on refait des disques pour les heureux possesseurs. Tout à fait, tout à fait. Et c'est couru, hein. C'est surprenant. Et quand on regarde le disque d'époque et celui de maintenant, vous regardez le nombre de trous qu'il y a, puis regardez celui-là. Il y en a moins. Oui. Oui. On retrouve toujours le clavier, toujours le même système des boîtes à musique. Alors ça, c'est une boîte de taille moyenne. Vous parliez tout à l'heure du point de vue importance de l'air. Il y a des buffets. Vous connaissez des buffets Henri II? Oui. Eh bien, il y a des musiques de cette taille-là. Et les disques font entre 80 et 1 mètre de diamètre. Et il existe des boîtes, écoutez bien ce que je vais vous dire, où les disques se changent automatiquement. Le disque s'en va et il y a un autre qui revient à la même place. Box était déjà inventé. Alors, il n'y a quasiment aucune fragilité sur ce support. Ben, ceux-là, il ne faut pas les Il écraser. ne faut pas les écraser puisque c'est un système à picot. Voilà, oui. Mais bon, on peut les empiler, on peut les Ah empiler, oui, etc. ben, après, oui, Il n'y a oui. pas d'altération du son comme on va pouvoir trouver sur ce qui va suivre, c'est-à-dire l'évolution vers le disque en cire puis vinyle. Alors là, tout de suite après, enfin disons ça a marché encore jusque dans les années 1930, mais dans la même époque est apparu le disque. Mais la seule différence, c'était un disque 78 tours d'un diamètre défini. C'était pas un diamètre particulier à un fabricant. Et au début, ils ont pris le même système, mouvement mécanique, remontage à manivelle. Oui. On a un mouvement ici qui existe, et qui est de l'épée, et il fournissait les mouvements à l'époque à la voix de son maître. Donc je vous dis, là, maintenant, c'est la fin de la boîte à musique et on est passé au tourne-disque. Ruben, on est devant un appareil qui sort de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Il y a une petite boîte à lettres là, non? Mignon. Patent, brevet, numéro tant, Mignon. Alors qui est Mignon? C'est un fabricant de musique. Alors ces musiques, ce sont des musiques de rue. C'est-à-dire soit des saltimbanques, soit des animateurs. La musique, avant qu'il y ait les boîtes à musique, il y avait des gens dans les rues qui jouaient l'orgue de Barbarie, ce système Mignon, et on a voulu montrer ce qui se faisait en dehors des boîtes à musique. En dehors des boîtes à musique. Voilà. D'accord. Mais le résultat, c'est des anches libres, comme on a pu voir tout à l'heure sur une boîte à musique, Tout à fait. qui sont actionnées par, alors là je le vois, on va Là- le regarder tout à l'heure. Là, c'est un papier. C'est un papier perforé.
ça, c'est un appareil qui doit dater à peu près des années 1890-1900. Et on refait encore des papiers. Il y a ce système de cylindre, il y a le système à carte qui rentre sur le côté. Les orgues de Barbarie, il y a un regain d'attractivité. Pour les orgues de Barbarie. Ah oui, alors, sont soit des paquets de carton perforés, comme on peut voir. Qu'on empile, voilà. Soit des rouleaux de papier. Tout à fait. Alors, les rouleaux de papier, je ne connaissais pas. Oui. Oh, mais il y a eu énormément de choses de fait dans les instruments, mais où je suis sidéré, c'est qu'on voit que je peux demain trouver un cylindre à la place, un rouleau de papier. C'est étonnant. Alors ici, on poursuit. Ça, c'est l'orgue de Barbarie traditionnel qui existait avant la boîte à musique et qui existe encore aujourd'hui. Toujours le principe soufflet, anse et un cylindre. D'accord. Et le cylindre, son ancêtre, c'est ce qui existait dans les clochers, où il y avait des carillons de cloches. Et ils avaient deux solutions, soit c'était le cylindre, soit c'était manuel et ils tapaient sur les hanches. On trouve ça encore dans des anciennes cathédrales. Même principe que la boîte à musique, le cylindre se déplace. Ici, c'est un cylindre à 6 airs. On déplace le cylindre suivant le choix qu'on veut. Et alors, c'est une mécanique en bois, c'est surprenant. Bois, tout est en bois. Oui. Même les manivelles, la vis sans fin est en bois, la roue est en bois. En effet. Sur cette pièce-là, la roue a été refaite. Oui. On va regarder ça en gros plan tout à l'heure. Et puis alors, arrive maintenant... On a mis un oiseau siffleur, des serinettes, ce qui était une serinette, oui, avec des... Toujours le même principe, des principes de l'orgue. Oui. On a mis ça pour montrer qu'il y avait de l'ambiance dans les rues à l'époque, pendant, avant et après la boîte à musique. Voilà. Et, pour terminer... Le fameux 78 tours. 78 tours. Là, on est sur un disque en cire, 78 tours. 78 tours. Alors ça, cet appareil n'est pas vieux, il date de 1950. C'était le principe qui était mis tout de suite en 1930 avec le ressort, la manivelle et le lecteur. Et les anciens avaient des grands pavillons. Des grands pavillons. Et on est revenu vers 1950 à faire des portatifs parce qu'on n'avait pas encore le tourne-disque portatif. On est revenu à la tradition de l'époque. Attention aux oreilles. Et là, on n'a plus de problème, tout est standardisé. Le diamètre du disque, la vitesse de rotation, on peut jouer un petit peu pour le faire aller plus ou moins vite, mais avec un changement très minime. Et ensuite, on est arrivé au tourne-disque électrique, on est arrivé au CD, et maintenant le CD est détrôné. Maintenant, c'est la clé USB. C'est la clé USB, c'est le téléphone, mais... C'est tout de même intéressant de voir comment on en est venu à ces choses-là en partant d'une musique mécanique. Donc on vient de parcourir 2 siècles et demi. Oui, à peu près. 2 siècles et demi. Oui, 2 siècles et demi. Bravo pour cette exposition, pour cette réunion d'appareils, d'instruments extraordinaires. Merci Ruben, merci à Jacques Mussini et à bientôt pour une nouvelle exposition temporaire. Merci d'être venu avec nous au musée Japy.